Merci beaucoup. La Commission reprend ses travaux. Alors, je tiens à souhaiter la bienvenue à la Centrale des syndicats du Québec. Alors, je vous invite à débuter votre exposé pour une durée de 10 minutes et après ça, nous aurons un échange avec les membres de la Commission. Et en même temps, bienvenue encore. Merci. S'il vous plaît, à l'arrière, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, membre de la Commission, merci beaucoup de nous avoir reçus pour entendre notre point de vue. D'abord, je voudrais vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Madame Nathalie Léger, qui est avocate au service juridique à la Centrale, et Gabrielle Dany, qui est conseiller aux dossiers sociopolitiques à la Centrale et moi-même présidente de la Centrale des syndicats du Québec. Et juste un petit rappel pour vous présenter la Centrale qui représente plus de 200 000 membres, dont près de 125 000 dans le secteur de l'éducation et nous sommes l'organisation syndicale la plus représentative en éducation et en petite enfance. Alors, Monsieur le Président, dans un premier temps, je voudrais, au nom de la Centrale, commencer par un bref rappel de nos positions historiques. Depuis vraiment les années 90, la Centrale défend énergiquement la laïcité de l'État, des institutions, des services publics, comme étant une condition essentielle à l'exercice des libertés. Elle salue donc la volonté du gouvernement d'enchasser le principe de la laïcité de l'État au sein de la Charte québécoise. Donc, pour nous, c'est excellent. La CSQ défend également le principe de donner et de recevoir les services de l'État à visage découvert. D'ailleurs, on l'avait déjà mentionné dans le projet de loi précédent. Elle est donc en faveur de cette approche, comme elle est favorable aussi, même si c'est pas dans le projet de loi, là, au retrait du symbole ostentatoire que représente le crucifix présent au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Donc, la CSQ a toujours défendu le fait que l'école, pour qu'elle puisse être commune, doit être laïque. Alors ça, je pense qu'il faut être clair, ouverte à tous les élèves, indépendamment de leurs croyances ou de leurs origines. De plus, la CSQ a souvent exprimé le souhait que les demandes d'accommodement, parce que ça c'est un élément quand même important pour des motifs religieux, soient encadrées par des balises claires, afin que le personnel des services publics sache comment se gouverner advenant de telles demandes. Donc, nous prenons note que le gouvernement compte demeurer quand même ferme sur l'ensemble de son projet de loi, mais on pense que c'est quand même important dans une telle consultation, de prendre le temps de vous exposer nos commentaires puis nos observations. Alors, la première incompréhension qui est quand même assez majeure, là, qui vient de la confusion que qu'entretient le gouvernement entre l'autorité coercitive et l'autorité morale. On le sait que les personnes qui sont visées au paragraphe 1 à 9 de l'annexe 2 détiennent toutes une certaine forme d'autorité coercitive ou encore participent à l'administration de la justice au sens large. Et le gouvernement a décidé d'ajouter les enseignantes et enseignants à ce qu'on appelle le consensus Bouchard-Taylor. Selon le gouvernement, les enseignantes et enseignants détiennent une autorité morale auprès des élèves. Or, selon nous, il y a vraiment une différence majeure entre l'autorité coercitive et une autorité morale. Le fait d'assimiler l'autorité morale des enseignants à l'autorité coercitive qu'exercent les juges, etc., pour nous, ça constitue une approche surprenante parce que il n'y a pas d'analyse qui supporte ça et on voit que c'est plutôt que sur la foi de présomption. On présume que de démontrer que le port d'un signe religieux serait synonyme de propagande religieuse. Or, pour nous, comme je vous disais, ce sont des présomptions et on ne peut pas légiférer sur la foi de cela. Donc, en assimilant le pouvoir extraordinaire de coercition, l'autorité pédagogique que détient le personnel enseignant, pour nous, il y a une confusion qu'il est important de dissiper. Et, Monsieur le Président, on se demande aussi quel problème le gouvernement cherche à régler dans le milieu de l'éducation, notamment dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il y a un problème de prosélytisme religieux dans nos écoles? Est-ce que c'est quoi quelle en est la nature, l'ampleur?
Voilà des questions légitimes auxquelles nous n'avons pas eu de réponse jusqu'à présent. Et ce qui est important de vous rappeler, c'est vraiment qu'il y a déjà dans les conventions collectives, dans la loi de l'instruction publique, etc., un encadrement qui est très serré du comportement du personnel enseignant. Ces derniers ne peuvent pas s'adonner à du prosélytisme ou à de la propagande, sinon sous peine de mesures disciplinaires. Alors, c'est déjà encadré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et là où le bas blesse, c'est qu'on ne recense pas de cas documentés. Et d'ailleurs, on a fait, par le biais d'une demande d'accès à l'information auprès des commissions scolaires, pour obtenir le nombre de plaintes reçues par les parents. Et jusqu'à présent, 49 commissions scolaires ont répondu. Et le résultat, c'est que depuis 2016, une seule plainte a été recensée à travers le Québec, une plainte qui a été réglée en quelques jours d'ailleurs. Et puis, Monsieur le Président, si vous voulez avoir les documents, nous les avons en main. Donc, pour nous, il y a un principe de droit qui dit qu'on ne peut légiférer inutilement et que l'on fasse pour régler des problèmes, puis encore faut-il que le problème existe. Maintenant, la question des droits acquis. Le projet de loi contient une clause qui permet aux personnes, en passe déjà le 27 mars, de continuer à porter un signe religieux, mais on se demande est-ce qu'il y a eu une recension qui a été faite pour connaître le portrait des gens qui pourraient porter un signe visible ou invisible en date du 27 mars. Et on a beaucoup de questions quant à l'applicabilité de cette disposition, puisqu'elle fait appel à la notion de fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? Est-ce que le fait d'enseigner au secondaire, de changer pour le primaire? Est-ce que le fait pour une enseignante ou un enseignant d'aller remplacer un directeur adjoint et non pas être nommé à ce titre-là pourra faire perdre le droit acquis à cette personne? Selon nous, la possibilité du retrait d'un droit acquis lors d'un changement de poste ou de fonction pourrait entraîner aussi une perte de mobilité professionnelle des personnes. Et quand on parle de temps de pénurie dans le monde scolaire, dans le monde de l'éducation, est-ce que cette disposition instaurera 2 classes de personnel au sein des écoles au surplus? Alors, selon notre lecture, le projet de loi comporte beaucoup d'imprécisions importantes et nous n'avons pas eu de réponse sur la façon dont il entend faire respecter la loi. On le sait, la ministre de la Sécurité publique a laissé entendre que ce seraient les policiers qui devraient agir, tandis que la ministre de la Justice a déclaré que ce serait plutôt aux tribunaux d'intervenir. Alors, ça reste imprécis. Donc, ça nous laisse entrevoir une application à géométrie variable. Ça nous inquiète. Celle-ci, d'autant plus prévisible qu'aucune définition explicite n'est prévue dans le projet de loi à l'égard de ce qui est considéré comme un signe religieux. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, un signe religieux, c'est selon le sens commun d'un signe religieux. Alors, pour nous, on a besoin d'informations supplémentaires pour informer les gens pour l'applicabilité de la loi. Maintenant, j'aimerais aborder notre devoir de représentation syndicale parce que ça, c'est quand même un élément important pour nous. En tant qu'organisation syndicale, on a non seulement le devoir, mais l'obligation de défendre nos membres en nous assurant que leurs droits soient respectés. C'est notre mission. Alors, en lien avec le recours aux clauses dérogatoires prévues au projet de loi, pour nous, ça soulève un problème de taille parce que 2 notions de droit s'opposent. Comment on pourrait plaider le caractère discriminatoire d'une sanction alors que les autres leviers juridiques existants, tels que le droit à des conditions de travail justes et raisonnables et le droit à la dignité, par exemple, se heurteraient inévitablement aux clauses dérogatoires? Alors, si jamais une personne était congédiée à la suite de la mise en œuvre du projet de loi, comment pourrions-nous défendre la personne adéquatement alors que la même loi rendrait impossible le recours aux chartes? Pour nous, c'est une question fondamentale. Alors, en clair, le gouvernement nous empêchera d'exercer notre devoir de représentation. De plus, le recours à l'avance, pour nous, à l'avance aux clauses dérogatoires, ça nous paraît aussi injustifié. Normalement, cela nécessite la démonstration qu'elle répond à un motif d'intérêt supérieur. Et dans ce cas-ci, on a de la difficulté à identifier le motif.
Donc, on pense que le fait d'utiliser ces clauses dérogatoires banalise dangereusement son utilisation. Et pour nous, dire qu'il y a un débat public et qu'il faut régler, bien, pour nous, ça ne constitue pas un motif d'intérêt supérieur. Merci beaucoup. C'est tout le temps. Je vais passer à la période d'échange. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Madame Etier, Monsieur Dany et Maître Léger, bonjour. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci d'être présent ici. Monsieur le ministre, juste, j'avais oublié, pour être certain de ne pas empiéter sur le temps dévolu, j'aurais besoin de consentement pour ajouter 20 minutes à l'heure de séance, s'il vous plaît. Est-ce que consentement pour 20 minutes? Oui. Consentement? Merci beaucoup. Désolé, Monsieur le ministre. Il n'y a aucun problème. Bon, d'entrée de jeu, en lien avec le mémoire. En 2013, alors que le député de Marie-Victorin de l'époque, M. Drainville, avait déposé le projet de loi 60, vous aviez fait une consultation auprès de vos membres. Et dans le mémoire de 2013, ça indiquait que 69% des répondants, des 14 000 membres que vous aviez sondés, étaient en faveur du projet de loi 60 qui visait une interdiction complète des signes religieux de tous les fonctionnaires de l'État québécois, donc incluant les enseignants. Aujourd'hui, je comprends que la position de la CSQ a changé. Donc, je comprends qu'en raison des délais entre le moment où vous avez été invité puis aujourd'hui, vous n'avez pas eu le temps de faire un sondage auprès de vos membres. Mais par contre, votre mémoire, dans le fond, fait état du fait que vous pensez qu'on ne devrait pas aller où on va avec le projet de loi 21. Comment vous expliquez le changement de position que vous avez en lien avec la position de vos membres? Et d'ailleurs, il doit encore avoir beaucoup de vos membres qui sont encore membres chez vous, j'imagine. Et la réalité d'aujourd'hui, le discours que vous nous livrez aujourd'hui? Bien, vous avez tout à fait raison qu'en 2013, puis je l'ai dit à plusieurs reprises dans des entrevues qu'on a données sur la question, c'est vrai qu'en 2013, les membres étaient en faveur. Il y a quand même une nuance, c'est que tous les employés de l'État étaient visés à ce moment-là. Et vous avez raison de dire qu'en 2013, on a eu 2 mois. D'abord, pour tenir notre instance qu'on appelle le Conseil général, pour expliquer le projet de loi, et ensuite pour consulter, faire une consultation véritable auprès des membres, et avec un retour de consultation, et ça a donné le résultat que vous nous avez mentionné. Vous avez tout à fait raison. Et par contre, ce qu'on pourrait apporter comme nuance, c'est que ce projet de loi n'a jamais été mis en application. Alors, on n'a jamais pu véritablement évaluer les impacts. Donc, ça, c'est une question quand même importante. Et d'autre part, on a quand même présenté le projet de loi 21 au Conseil général. Là, pour nous, c'est l'instance qui gouverne entre les congrès là, aux 3 ans. Et vous avez vu le titre de notre mémoire qui dit que le mémoire, c'est-à-dire le projet de loi, il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Puis c'est un petit peu ça que j'ai essayé de démontrer là dans le court temps. On a beaucoup de questions, puis même si on avait eu le temps d'aller consulter les membres, c'est sûr qu'il y aurait eu des questions sur quels sont les signes religieux. Et aussi, là, ce qui est quand même important pour nous, c'est l'utilisation des clauses dérogatoires. Ça, c'est important. Parce que, et aussi le fait de toute la question des droits acquis qui font en sorte que dans le même établissement, le jour 1, il y a quelqu'un qui a un droit et l'autre qui arrive après ne l'a pas. Et donc, on le dit, ça fait 2 classes c'est des difficultés d'application qu'on entrevoit réellement. Mais en même temps, je l'ai démontré tout à l'heure, là, dans les commissions scolaires, là, sur 49 commissions scolaires, 1 cas, bien, je pense que ça veut dire que c'est pas un problème, là. C'est pas un problème dans les établissements scolaires, puis que pour nous, les enseignants, tel que le projet de loi est constitué, pour nous, on ne pense pas que les enseignants doivent être assimilés, même si vous dites que c'est un pouvoir moral. Bien, on l'associe un petit peu à un pouvoir plutôt coercitif.
Et je pense que les enseignants, je le répète, avec les conventions collectives telles qu'elles sont rédigées, telles qu'elles sont faites, il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour replacer quelqu'un à l'ordre s'il y a un débordement. Oui, ça, je doute pas que les contrats de travail sont présents et qu'il y a certaines dispositions. Mais je vais essayer de réconcilier tout ça. On part de 2013, là. Puis là, 2013, la CSQ vient en commission parlementaire avec le projet de loi de Bernard Drinville. Il dit, nous, nos membres, là, ils sont en faveur de l'interdiction complète partout du port de signes religieux. Pas de clause grand-père. Ça veut dire que comme organisation syndicale, vous étiez en accord avec le fait que l'État congédie certains de vos membres s'ils portaient des signes religieux. Ça, c'est la réalité. Moi, ce que je fais dans le cadre du projet de loi 21, c'est que je dis, pour vos membres qui sont actuellement en poste dans les différentes commissions scolaires, pour une fonction d'enseignant, vous avez posé une question tout à l'heure à savoir c'est quoi la fonction. La fonction, c'est enseignant. Que vous soyez au secondaire ou au primaire, c'est une fonction d'enseignant. La même organisation, c'est la même commission scolaire. Donc, pour vos membres qui sont présentement en emploi, eux, ils seraient protégés par une clause de maintien en emploi. Clause qui est limitée pour la même fonction, pour la même organisation, la même commission scolaire. Alors, vous avez davantage de protection dans le cadre du projet de loi 21 pour les membres que vous représentez. Et là, vous dites, nous, on est en désaccord. Je comprends que vous avez consulté les instances, mais vos membres, eux, étaient d'accord avec le projet de loi 60, puis le projet de loi 21 va moins loin que le projet de loi 60 quant à l'étendue de l'obligation, et ça donne même davantage de protection du maintien en emploi à vos propres membres. J'ai de la misère à réconcilier tout ça en disant que vous dites, bien écoutez, ça ne devrait pas s'appliquer aux enseignants, puis il y a une clause de droits acquis, ça fait le traitement de... Ça crée une distinction entre ceux qui vont avoir le droit d'en porter et ceux qui n'auront pas le droit d'en porter. Il me semble que comme organisation syndicale, à partir du moment où vous avez la position de 2013, il serait beaucoup plus logique de dire, bien écoutez, on accueille favorablement la clause de maintien en emploi pour nos employés, pour les gens qui sont directement en emploi. Comment est-ce qu'on réconcilie tout ça? Madame Metier? Oui. Bien, je pense que j'ai quand même expliqué le contexte là, de 2013 et où ça s'appliquait à l'ensemble des employés de l'État et que dans ce projet de loi, on vise les personnes qui exercent avec un pouvoir coercitif. Puis précisément les enseignants. Puis je vais vous illustrer quelque chose là. Par exemple, dans une école, il peut y avoir une technicienne en éducation spécialisée qui accompagne un enfant pendant 25 heures par semaine qui pourrait porter un signe religieux. On va le dire comme ça. Et la personne, elle est près de l'enfant aussi, là, ou près de l'adolescent qui est à l'école secondaire. Mais, Monsieur le Président, alors pourquoi... Dans le fond, ce qu'on dit, c'est bien parce que la technicienne en éducation spécialisée n'est pas visée, on ne devrait pas viser les enseignants. Dans le fond, c'est de dire, bien nous, on ne sera pas visés parce qu'eux autres ne seront pas visés. C'est à peu près ça, parce que ce corps d'emploi-là ne sera pas visé. C'est ça le message que vous nous livrez. La question fondamentale, c'est que pour nous, de se coller à la question du pouvoir coercitif, pour nous, les enseignantes et enseignants ne détiennent pas un pouvoir coercitif. Les enseignants détiennent un pouvoir, vous l'avez dit, moral. Nous, on dit d'accompagnement pédagogique auprès des élèves. Et pour nous, ils ne devraient pas être visés par le projet de loi. Et les clauses dérogatoires, je le répète, ça cause un problème. Et ça cause un problème en raison du fait que vous ne croyez pas que le Parlement doit être habilité à légiférer à ce niveau-là. Vous souhaiteriez que ce soit les tribunaux qui tranchent l'organisation de la séparation entre l'État et les religions et que ça n'appartienne pas aux élus du peuple québécois. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, en fait, je pense que la question ne se pose pas de cette façon-là.
Je pense que la question est beaucoup plus une question de dire, premièrement, est-ce que la clause dérogatoire telle que rédigée, les clauses dérogatoires, je dois bien préciser, telles que rédigées, ne sont pas rédigées de façon beaucoup trop large. On en a contre la façon dont elle est rédigée, mais on en a aussi contre le fait, et ça, c'est une des distinctions majeures avec le projet de loi de 2013, avec le fait qu'elles ne nous permettront pas d'exercer pleinement notre devoir de représentation lorsque se présentera, parce qu'inévitablement, avec la façon dont le projet est rédigé, il va se présenter des situations où nous allons devoir défendre nos membres. Et la façon dont les clauses dérogatoires sont faites, elle ne nous permettra pas d'invoquer le recours aux chartes, qui est un outil juridique très important dans la défense de nos membres. Monsieur le Président, je veux juste qu'on m'explique, là, parce que je ne vous suis pas du tout, mais pas du tout. OK? En 2013, vous avez des membres, des enseignants et des enseignantes qui travaillent comme enseignants, qui portent des signes religieux. Vous venez en commission parlementaire, vous dites « on est d'accord ». OK? Il n'y a pas de clause de droits acquis. Donc, nécessairement, les enseignants qui sont représentés par la CSQ, s'ils n'avaient pas retiré leur signe religieux, ils n'auraient pas continué à travailler dans le cadre de leur fonction d'enseignant. Là, on met une clause de droits acquis, et là, vous dites, ben, ça contrevient à la possibilité de les représenter, sauf qu'ils sont maintien en emploi. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Donc, c'est plus avantageux pour vos membres, sur le plan juridique, que le projet de loi 60. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à réconcilier tout ça. Cela étant dit, on a déjà échangé beaucoup en lien avec ce sujet-là. Je vais laisser la parole à mes collègues, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. Alors, je cède la parole du côté du gouvernement. Allô, regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi. Monsieur le député de Masquinongé, s'il vous plaît. Alors, Mme Métier, Mme Léger, M. Dany, c'est un plaisir. On s'était croisés lors de l'étude du projet de loi 10, donc c'est toujours un plaisir de vous voir. On sait qu'il y a une période de 10 minutes là, pour faire un résumé de votre mémoire quand même assez court. On sait aussi que vous êtes en faveur de l'inclusion de la laïcité de l'État au niveau de la Charte québécoise. Allez un petit peu plus en détail, là. J'aimerais en savoir plus sur votre raisonnement à ce niveau-là. Bien, je pense que je peux faire un petit bout, puis Maître Léger fera le reste, mais comme la Cour suprême l'a indiqué dans la cause de la prière là, au Saguenay, la laïcité, ça concerne les institutions. Ce n'est pas c'est pas la laïcité. Comment je dirais, c'est pas c'est pas les individus, mais les institutions qu'on vise par la laïcité là. Donc c'est dans ce sens-là que pour nous c'est important et on accueille vraiment favorablement cette question-là, cette décision du gouvernement d'enchasser toute la question de la laïcité dans la Charte québécoise, là, parce que c'est une question d'institution. Puis quand on pense aux droits acquis prévus dans la loi, vous en pensez quoi à ce niveau-là? Bien, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, là, toute la question des droits acquis qui, pour nous, ça pose ça nous questionne parce que il va y avoir des problèmes d'applicabilité là dans les établissements scolaires, là. Donc, et ça sera comme un système où à deux façons de faire, à deux vitesses, là, tu sais, des gens qui peuvent porter des signes religieux, d'autres qui ne peuvent pas. Ça va poser des problèmes pour nous. Ça va, j'ai pas d'autres questions. Madame la députée de Les Plaines, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mesdames. Merci, Monsieur, d'être ici aujourd'hui. En fait, je vais vous amener sur un terrain que on l'a fait à l'inverse. On a parlé des enseignants, des enseignantes, mais j'aimerais ça qu'on parle des enfants. Parce qu'un enfant, c'est une éponge, il apprend, il est en apprentissage, on le dit. On ne parle pas ici de propagande, rien. On parle d'un enfant qui est en état d'apprentissage. Je l'aurais dit plus lentement. Donc, et c'est même prouvé que les enfants ont besoin de s'identifier et tout ça. Comment vous voyez ça du point de vue de l'enfant, le fait qu'un enseignant pourrait ou une enseignante pourrait porter un signe religieux? Bien, je peux vous dire que moi-même, je suis enseignante, là, et je pense que
les enfants, ils ne s'attardent pas à ça, là. Les enfants, dans le fond, le rôle de l'enseignante ou de l'enseignant, c'est d'enseigner, c'est d'éduquer, c'est tu sais, la mission de l'école, socialiser, éduquer, instruire. C'est de ça que les enseignantes et enseignants se préoccupent dans une classe. Donc, les enfants qui sont regroupés dans une classe, l'enseignant s'affaire à faire des activités pédagogiques, les intéresser, les stimuler, faire en sorte qu'ils apprennent, que ce soit au préscolaire, au primaire, au secondaire. L'éducation des adultes, c'est la même chose. Moi, je pense pas que les enfants s'attardent à cette question-là. Là. Du point de vue d'une enseignante, je pense pas que les enfants s'attardent à cette question-là, d'autant plus que les enseignants, leur rôle, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'éduquer, socialiser, instruire, et c'est ce qu'ils font là dans une classe. Là. Et on le disait tout à l'heure, s'il y a un débordement, ça peut pas exister tout ça. Madame la députée, oui. Vous entendez quoi par débordement? Pardon? Vous entendez quoi par débordement? Bien, écoutez, disons que s'il y avait un problème, par exemple, qu'un enseignant tenterait de parler ou de convaincre un enfant d'une telle religion ou quelque chose comme ça, c'est sûr et certain qu'il y aurait une sanction là, rapidement. Aurait un certain pouvoir sur un enfant, c'est ça? C'est-à-dire aurait un certain pouvoir. On le disait tout à l'heure, je le disais là tout à l'heure, les enseignants, ils ont un pouvoir pédagogique, ils ont un pouvoir d'accompagnement, ils ont un pouvoir moral, comme le ministre l'a dit, mais des cas, là, je vous le dis, il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'on va en inventer, puis nous a pas fait la démonstration là, que ça existe présentement, que les enfants seraient influencés ou que ça a déjà existé. On n'a pas la démonstration de ça. Monsieur le ministre, il reste 1 minute. Rapidement, vous êtes en faveur que les services publics soient donnés à visage découvert et soient reçus à visage découvert? Absolument. OK. Vous savez que la disposition du projet de loi 62 est actuellement suspendue, donc c'est pas applicable au Québec. Et là, l'utilisation de la clause dérogatoire permet notamment de s'assurer qu'au Québec, c'est donné et reçu à visage découvert. Donc, êtes-vous davantage d'accord avec le fait qu'on utilise la clause dérogatoire? Malheureusement, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, nous ne sommes pas plus d'accord avec ça parce que il faut bien comprendre que les tribunaux ont aussi un rôle à jouer dans une démocratie, notamment quant au respect des droits fondamentaux. Les tribunaux sont en train, je vais juste terminer mon intervention. C'est pas beaucoup de temps. Ça veut dire que si les tribunaux disaient c'est correct de recevoir et de donner des services à visage couvert, vous seriez en l'aise avec ça dans le domaine de l'éducation? Vous seriez d'accord avec ça? Dans notre société? Je serais très surpris que les tribunaux arrivent à ça, mais si les tribunaux... Non, c'est la question, c'est la question. Comme juriste, je vais vous répondre comme juriste, moi, et non pas... Organisation. Bien, ça, malheureusement, on ne peut pas vous répondre à ça. OK. Merci. Madame la députée de Marguerite Bourgeois, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames, d'être ici, d'apporter un éclairage extrêmement terrain et concret parce qu'on parle beaucoup d'enseignantes et d'enseignants, mais plus enseignantes, parce que je pense ça. Et là, vous arrivez avec 125 000 membres de la CSQ qui sont en éducation, dans le secteur éducation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous enseignants ou enseignantes, mais quand même, et vous-même, madame, si je comprends bien, vous êtes enseignante ou vous avez été enseignante, peut-être que là, vous avez un peu de gestion à faire là, de vos troupes, mais vous avez quand même enseigné beaucoup. Et donc, vous arrivez avec une étude qui est fort intéressante et si vous pouviez déposer quelque chose ici, ça serait formidable. Vous avez dit, on a fait une demande d'accès à l'information, 49 commissions scolaires, une plainte depuis 2016. Est-ce que c'est possible de la déposer? Est-ce que vous avez... Ça va être déposé. Ça va être déposé? Oui. Bon, parfait. On sait que les parents sont habituellement extrêmement vigilants, portent plainte pour toutes sortes de choses, sont très actifs dans l'éducation des enfants et de ce qui se passe à l'école. Alors, j'imagine, je vous pose la question, qu'une plainte, ça vous apparaît comme assez peu significatif. Donc,
qu'il n'y aurait pas... Vous avez commencé en disant « Quel problème veut-on régler? » Est-ce que ça donne un peu la réponse à votre question? Que s'il n'y a pas de plainte, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de problème pour les parents qui pourraient s'inquiéter énormément du prosélytisme ou d'endoctrinement ou je ne sais trop? C'est exactement ce qu'on prétend, c'est que des problèmes, il n'y en a pas. Et si jamais vous le dites, les parents sont extrêmement vigilants. S'il fallait qu'il y ait... D'abord, premièrement, dans l'école, il y a des collègues autour, il y a la direction, c'est vivant, une école, hein? Il y a beaucoup de gens qui sont en contact les uns avec les autres. Donc, je crois pas que ça irait très loin, là. Donc 49 commissions scolaires depuis 2016, une seule plainte sur des milliers de parents probablement concernés et de professeurs, etc. Et là-dessus, on met donc une interdiction sur un problème qui n'existerait pas, en plus de mettre une clause dérogatoire pour être sûr qu'il n'y a pas de contestation, puis en plus probablement un bâillon pour boucler le tout, et des consultations assez rapides, merci. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça vous inquiète ou ça vous frappe, cette situation-là? C'est l'objet de notre mémoire, là. C'est vraiment, pour nous, l'utilisation des clauses dérogatoires, on l'a dit, c'est inquiétant parce que ça nous enlève notre pouvoir de représentation auprès de nos membres, effectivement. Allez de ce côté-là parce que vous êtes sur le terrain, je le répète, et vous parlez beaucoup d'applicabilité ou de non-applicabilité, puis ça vous pose des problèmes. Comment admettons, là, le projet de loi passe, bon. Et là, il faut que vous évaluiez les signes visibles et les signes invisibles. Comment vous faites ça dans une école? Ça sera à la commission scolaire et plusieurs ont dit que ça va être très difficile, là, parce qu'à un moment donné, comme vous le savez, dans une école, il y a beaucoup de choses à faire, hein, du début, le matin, jusqu'à la fin des classes et même après. Comment les commissions scolaires vont réaliser ça, ça reste un mystère. Parce qu'un signe invisible, là, c'est difficile à détecter. Puis aussi, le fait que le 27 mars, c'était la date où les gens, s'ils portaient avant, mais comment est-ce qu'on fait? On a fait une recension, on le disait tout à l'heure, comment les établissements scolaires vont être capables de gérer tout ça. Puis nous, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a vraiment d'autres problèmes en éducation. Et nos membres ne nous parlent pas de ça, là. Quand on discute, les membres nous parlent qu'il manque des services dans l'école, qu'ils portent l'école à bout de bras, qu'il manque de personnel de soutien, de personnel professionnel pour faire leur travail. C'est ça qui est important. C'est ça leur mission au personnel enseignant, là. Puis c'est ce qu'ils font avec cœur. Alors, le projet de loi n'a pas beaucoup de signification, là, pour... Puis une autre question qui me semble très importante, c'est que vous dites... nous, on a déjà toute l'armature déontologique, éthique pour intervenir, alors que l'équation qui nous est proposée dans le projet de loi, c'est enseignant égale autorité, égale port d'un signe de religieux, égale danger d'endoctrinement, prosélytisme, etc. Comment votre armature, vous dites, elle est déjà existante, puis que le prof, il pourrait pas faire du prosélytisme bien longtemps. Dites-nous un peu comment ça marche. Bien, écoutez, dans les conventions collectives, il y a des dispositions qui encadrent là, le travail, le comportement du personnel. Puis là, on parle du personnel enseignant, mais c'est pareil pour tous les personnels. Et il y a, quand les gens font des choses qui ne respectent pas l'encadrement, eh bien, il y a un dossier disciplinaire, là. Il y a un dossier disciplinaire c'est ça, il y a aussi la question du devoir de réserve, hein, qui est important, là. OK. Oui. Monsieur le Président, je passerai la parole. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît. Oui, donc, si je comprends bien,
vous nous rappelez le principe de droit qu'on ne peut légiférer inutilement. Or, vous nous dites qu'en effet, dans votre cas, il n'y en a pas vraiment de problème. En fait, je lisais le mémoire de la commission scolaire Pointe-de-l'Île et le président de la commission, les gens qui ont rédigé le mémoire, demandent au gouvernement parce que eux sont vraiment, ils ont les mains dedans, là. Il y a des femmes qui sont voilées, qui enseignent là-bas, il y a d'autres, puis dans le secteur, bien, il y a peut-être justement des enseignantes stagiaires qui deviendraient enseignantes et il y a une pénurie d'enseignants. Et ils demandent, en fait, demandent au gouvernement d'être exclus de la loi, que la loi ne s'applique pas à eux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce rapport-là? Je ne sais pas si vous avez consulté le rapport, mais qu'est-ce que vous pensez de cette demande-là? Je n'ai pas lu le mémoire. Là, je comprends que la commission scolaire Pointe-de-l'Île demande d'être exclue de la loi, mais uniquement leur commission scolaire. Là. Oui, parce que ça cause beaucoup de problèmes. Oui, parce que ça cause beaucoup de problèmes. Et en fait, il n'y en a pas de problème, justement. Et l'appliquer, ça serait extrêmement compliqué. Compliqué partout. Mm-hmm. C'est sûr qu'à Pointe-de-l'Île, c'est une réalité qui on va dire, plus concentrée, peut-être, là, que par exemple à Sorel-Tracy. Mais je pense qu'une loi doit s'appliquer partout, là. Pas... Je vois mal, remarquez que j'ai pas lu, là, je l'ai pas lu en entier, mais je vois mal comment le gouvernement pourrait légiférer, permettre quelque chose à une commission scolaire et que ce soit différent ailleurs, parce qu'on pourrait, c'est en évolution, on pourrait retrouver les mêmes problèmes ailleurs à un moment donné, ou la même situation, j'entends. Donc, pour moi, c'est... Dans le contexte scolaire, donc ce que vous dites, c'est qu'il y aurait des professeurs qui ne pourraient pas porter le voile, mais en même temps, il y a des gens qui s'occupent du service de garde, puis il y a d'autres éléments où là, il y aurait le voile. Donc, c'est un peu asymétrique ou contradictoire, si je puis dire. C'est questionnant. C'est pour ça qu'on on pose la question et qu'on émet des réserves dans notre mémoire. Mm-hmm. Madame la députée? Oui. Est-ce que quelles seraient les conséquences, justement, quand ça va être en application, cette loi-là? Si c'est ça semble être qu'on s'en va vers ça. Alors, comment vous voyez l'atmosphère au sein des écoles? Comment ça va se transformer, selon vous? C'est ce qu'on disait, là, la question de l'applicabilité nous inquiète. Par contre, on est capable de démontrer qu'il n'y a pas eu de plainte, une plainte depuis 2016. Donc, on peut penser que de ce côté-là, ça sera correct, mais il reste que, point de vue de l'application dans les établissements, comment les commissions scolaires vont gérer ça, ça va être difficile. C'est clair que ça va être difficile. On peut pas... Là, on est avant, là. On peut difficilement se projeter dans le futur. Puis on peut penser aussi que l'ensemble des intervenantes et intervenants qui viennent ici en commission parlementaire exposer leur point de vue, que ça pourra peut-être faire fléchir certaines positions du gouvernement, parce que je pense qu'on est quand même en mesure de démontrer que les problèmes, il n'y en a pas. Et puis, sur certains leviers juridiques, il y a quand même de l'inquiétude. Donc, on espère que la loi qui sera adoptée, on y verra des modifications. Merci. Je vais donner... Merci. Monsieur le député Jean Lesage, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous vous êtes posé la question, parce qu'on a entendu là, plusieurs avocats nous dire que cette loi-là allait être contestée devant les tribunaux, même s'il y avait une clause, une disposition de dérogation, tout ça, puis qu'il y a des moyens de le faire. Bon, je ne suis pas expert moi-même en la matière, mais si jamais c'était le cas, est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir si vous alliez soutenir vos membres dans
de pareilles contestations judiciaires devant les tribunaux? Je demande juste pas si vous allez le faire, si vous êtes posé la question. En fait, honnêtement, non, on ne s'est pas encore posé la question. On avait tellement d'inconnus dans le projet de loi à l'heure actuelle qu'on en était là à l'étape de l'analyse. La question se posera éventuellement, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse à cette question-là. Merci. J'ai pas d'autres questions, mais je peux donner mon temps au député de Matane-Matapédia si... Est-ce qu'il y a consentement? J'ai peu de questions aussi. Il n'y a pas de questions? Oui. Je commence maintenant. Oui, allez-y, monsieur le député. Oui. Bonjour, bienvenue. On évoque souvent l'argument de liberté de conscience pour les enfants et pour les parents. C'est quand même un argument important. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Bien, en fait, pour moi, la liberté de conscience des parents et des enfants n'est pas brimée d'aucune façon par le fait que d'autres portent leur signe religieux dans le milieu scolaire, pas plus qu'elle ne l'est dans la société en général. Là, ces enfants-là ne vivent pas en vase clos. Ils vivent dans la société où tout le monde, et c'est d'ailleurs un des principes qui est reconnu par le projet de loi actuel, c'est-à-dire qu'on doit permettre à tous une pleine liberté de conscience et de religion. Ça fait partie de ce que c'est la laïcité de l'État. D'accord. Deuxième question, elle n'est pas liée directement au projet de loi, mais elle est liée au thème, et ça a été abordé précédemment. Il existe une formation qui est donnée par vos membres qui s'appelle « Éthique et culture religieuse ». Il y a un volet enseignement religieux, et plusieurs évoquent qu'on a une représentation stéréotypée des religions qui va à l'encontre de cette liberté de conscience des enfants et des parents. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question? Honnêtement, non. OK. Je vous invite à le faire parce que c'est un débat qui a lieu à l'Assemblée nationale. Le ministre s'est même indiqué ouvert à modifier le programme, peut-être même dès l'automne prochain. Donc, je vous en informe parce que c'est une question que j'ai posée et c'est la réponse qu'il m'a donnée. En terminant, je suis moi-même enseignant de formation, fils d'enseignant dans le réseau public. Croyez-vous pas, parce que la loi va être votée, hein, je ne veux pas créer de faux suspense, là, la loi va être votée et je ne crois pas que le gouvernement recule sur les enseignants. Je présume la réponse, mais je la pose quand même. Croyez-vous que ça devrait être appliqué au réseau privé également, si c'est appliqué? C'est une question qui, écoutez, nous, on a toujours, depuis longtemps, eu la position que, en vertu de toute cette question de laïcité, qu'on devrait cesser les subventions aux établissements privés. Là. Est-ce que je ne crois... Dans l'état du projet de loi déposé actuellement, nous avons des réserves, nous exprimons pour nous que l'autorité morale dont les enseignants disposent fait en sorte qu'ils ne devraient pas être dans ce projet de loi. Donc, les enseignants, c'est partout en général, là, que ce soit dans le réseau privé ou public, pour nous, le même pouvoir moral, pédagogique, d'accompagnement, c'est le même. Vous ne considérez pas qu'un enseignant peut donner des sanctions, est une personne significative dans la vie d'un enfant? Un enseignant, c'est une personne qui est très significative dans la vie d'un enfant, effectivement. L'enseignant ne peut pas enlever la liberté à un enfant, de la même façon qu'un juge ou qu'un policier ou qu'un gardien de prison. On la voit, la différence au niveau... Il y a quand même une distinction assez nette, là. Offrir une sanction, une retenue, envoyer chez le directeur, une pénalité quelconque, retirer un objet. Selon le code de vie qui est prévu, donc, qui est voté par le conseil d'établissement, c'est dans cette sphère-là que le pouvoir de l'enseignant se situe. Vous convenez avec moi que l'enseignant ou l'enseignante est en autorité dans sa classe? Il est en autorité pédagogique, d'encadrement, on va dire, maintien disciplinaire, travail pour... Ne dit-on pas souvent qu'un prof doit être en mesure de faire la discipline dans sa classe? C'est pas sans raison. Il y a une autorité. Effectivement. Pas d'autres questions. Merci beaucoup. Avant d'ajourner les travaux, avec votre accord, Mme Métier, on a regardé le document. Il y a beaucoup d'informations
de courriel personnel. Alors, avec votre accord, on va déposer le tableau, simplement. Alors donc, le tableau résume très bien les plaintes pour éviter que toutes les informations de données personnelles soient rendues publiques. Alors, si vous êtes d'accord, le document est déposé. Sur ça, je vous remercie beaucoup de votre contribution et la Commission ajoute ses travaux. Merci beaucoup. Merci, monsieur.